La seconde partie de notre débat consacré ce soir au caucus dans l'Iowa. Première étape de la primaire aux États-Unis et c'est Hillary Clinton qui l'a remporté côté démocrate, mais vraiment de justesse. On était à 49-9, 49. Enfin, c'était vraiment à quelques voix, 0,2, oui. Et dans certains bureaux de vote, on a même joué, oui, si on peut le dire, à pile ou face, tellement c'était serré. Et puis côté républicain, eh bien, c'est Ted Cruz qui a remporté le scrutin. Derrière lui, Donald Trump. Et la surprise, on va peut-être en parler dans quelques minutes, c'est le sénateur de Floride, Marco Rubio, qui arrive à la troisième position. Mais je vous propose d'écouter Donald Trump parce que c'est vrai que c'est de lui dont on a beaucoup parlé dans cette campagne. C'est lui qui a fait le buzz. Donald Trump qui est arrivé donc deuxième dans ce caucus. On l'écoute. Nous avons fini deuxième et je veux vous dire que je suis honoré, vraiment honoré. Et je veux féliciter Ted Cruz et tous les autres candidats. Et maintenant, nous avons tellement d'indicateurs dans les sondages qui montrent que nous allons battre Hillary Clinton. Et nous allons continuer afin de gagner la primaire républicaine. Et nous allons continuer et nous battrons facilement Hillary ou Bernie Sanders ou peu importe qui le mettront face à nous. Franchement, François Clémenceau, qui aurait pu imaginer qu'il en serait là quand même, Donald Trump, au moment où il a annoncé sa candidature? C'est-à-dire quoi, deuxième? Non mais deuxième, mais même deuxième, troisième, même quatrième ou même cinquième? Alors, moi je veux pas jouer les Cassandres ou quoi que ce soit. Ça fait depuis le mois de juin qu'on se pose tous la question, et la question m'a été posée à de nombreuses reprises sur « Mais Trump, vous avez vu, c'est incroyable, c'est un clown, ça ne veut rien dire, il est dans l'outrance, comment l'Amérique peut produire des êtres pareils, donc ça ne va pas durer. » Et je disais « Non, attendez, il est ultra connu. » Tout le monde l'a vu au moins une fois à la télévision, c'est une star de la télé-réalité, il a énormément d'argent. Les républicains, l'establishment républicain a peur de lui, mais lui n'a peur de personne. Et donc, il va continuer. La question c'est, est-ce que ce mouvement peut s'arrêter, en tout cas peut ralentir, voire même s'arrêter ? Et j'ai toujours dit à ce moment-là qu'il y avait de fortes chances que ça puisse se produire au moment des primaires, pas avant. Pourquoi voulez-vous que ça s'arrête avant? Il n'y a pas de raison. Tant qu'il a une surface médiatique très importante, qu'il peut même se permettre de ne pas aller à un débat pour discuter avec ses collègues et organiser à la place un meeting. Mais qu'est-ce qui plaît chez les Américains en Donald Trump? Parce que quand même, quand on entend ces déclarations, il faut construire un mur avec le Mexique, c'est même les Mexicains qui paieront. Il ne faut plus faire entrer les musulmans sur le territoire américain. En quoi il plaît tant aux Américains pour arriver deuxième dans ce caucus? Mais parce qu'il... Pardon. Allez-y, John Rick MacArthur. Ensuite, il oui, j'allais juste vous dire, c'est un lutteur de professionnel. Il fait la comédie. On aime bien ça jusqu'à un certain point, mais c'est trop facile de ridiculiser Trump parce qu'il touche un nerf très important chez les Américains. C'est sur la délocalisation de l'emploi industriel. Et lui, à part Sanders, c'est le seul qui parle du libre-échange correctement et honnêtement. Parce que les gens sont frustrés, bien sûr, ils voient leurs emplois partir au Mexique, en Chine, etc. Et voilà les démocrates, parti travailliste en principe, qui encouragent les accords de libre-échange, les Clinton, Obama, etc. Alors, les gens très frustrés tournent vers un type qui dit finalement, je vais arrêter cette connerie d'envoyer l'emploi industriel à l'extérieur, à l'étranger. Mais là, on a vu hier soir la bulle, ça n'a pas encore éclaté, mais ça commence à se dégonfler. C'était inévitable que ça se dégonfle. Et Trump va disparaître, à mon avis. Vous pensez qu'il va disparaître? Un mot encore, Oui, juste pour terminer, la phrase que j'avais commencée, c'était à la question qui se pose, sondage après sondage, et surtout sondage de sortie des urnes après sondage sortie des urnes, quel est selon vous celui qui est le plus capable pour battre Hillary Clinton, puis quel est selon vous le plus capable pour devenir président des États-Unis, commander-in-chief? La réponse est de moins en moins Donald Trump. Donc, je pense qu'effectivement, il y a un moment où les gens vont devenir raisonnables. Ça ne veut pas dire, moi je ne suis pas d'accord pour dire que Donald Trump est un clown, que c'est un fasciste. Ce n'est pas le problème. La question est, est-ce que c'est lui qui vraiment peut battre Hillary Clinton et est-ce que ce type peut devenir président des États-Unis? Et là-dessus, je laisse les Américains s'exprimer et ils en doutent. Oui, mais François Clémenceau, qu'est-ce que vous dites? Il y a 6 mois, vous disiez attention, ce candidat peut monter, et aujourd'hui on le voit deuxième en effet à l'issue de ce caucus dans l'Iowa. Qu'est-ce que vous dites? Est-ce que vous dites comme John Rick MacArthur, la bulle elle va exploser, ou est-ce que vous dites attention?
je pense que tant qu'il n'y aura pas un travail très sérieux fait par ses propres rivaux sur lui-même, il n'ose pas l'attaquer. Il n'y a pas encore eu de campagne négative contre lui. Parce qu'ils ont peur, parce que c'est un... Parce que tous ceux qui l'ont attaqué ont perdu. Les premiers à attaquer, Rick Perry, qui avait attaqué très fort, est tombé très rapidement. Scott Walker, Jeb Bush a essayé, et puis il a rapidement perdu des points. Il trouve toujours la bonne petite caractéristique. Mais je voudrais revenir un peu sur le phénomène Trump, parce que le phénomène Trump, il a des racines très, très, très profondes qu'il faut absolument comprendre, et que les autres candidats sont en train de comprendre, et ceux qui réussiront à parler de ces phénomènes pourront battre Trump, parce que autant là, il a perdu dans l'Iowa, parce qu'être deuxième pour Trump, c'est perdre, mais je pense qu'il peut remporter le New Hampshire, qu'il peut avoir ensuite une série de victoires, et je pense qu'on ne peut pas encore complètement ignorer le fait que Donald Trump peut encore gagner. Mais en fait, il y a plusieurs, je dirais 3 grands phénomènes derrière le phénomène Trump. Il y a d'abord un changement démographique profond. Il y a l'Amérique blanche qui se sent en perte de vitesse face à la montée des minorités. Bientôt, les Blancs aux États-Unis, ce sera une minorité parmi d'autres, parmi les Latinos. En 2050. Hein. Voilà, mais la perspective de ça et la perspective, en fait, de perdre ses repères avec cette Amérique de plus en plus diverse effraie terriblement. Et surtout que dans le même temps, on a cette montée des inégalités. Donc, c'est l'Amérique des déclassés, qui a le sentiment que Washington ne répond plus à leurs problématiques. Le deuxième point, c'est qu'il y a eu aussi le phénomène terroriste qui est quand même très très présent dans nos sociétés, qui se mêle au phénomène de l'immigration avec la peur de l'étranger. En fait, d'une certaine manière, je trouve que Donald Trump et Bernie Sanders parlent à la même population. Cette Amérique déclassée qui a peur de l'extérieur, sauf qu'ils n'apportent pas la même réponse. Il y en a un qui se retourne vers l'étranger en disant attention, c'est le Mexicain qui fait peur, c'est le Chinois, c'est le musulman. Et puis Bernie Sanders qui dit non, c'est plutôt Wall Street, c'est les grandes entreprises, c'est la finance internationale. Et le troisième phénomène, ce qui est très intéressant, c'est un phénomène du Parti républicain, où il y a un divorce entre la base finalement des électeurs et les grands donateurs. Et les grands donateurs qui manipulent d'une certaine manière le Parti républicain depuis des dizaines d'années, qui poussent pour plus de mondialisation, qui poussent pour plus d'immigration, et finalement en contradiction avec la base du Parti républicain. C'est ces 3 grands phénomènes qui sont derrière Trump. Vous pensez, Guy Millière, que Donald Trump a encore peut-être du chemin jusqu'à la présidentielle à faire ? Ou que la bulle va éclater comme le pense John Rick MacArthur? Cette défaite est une défaite en trompe-l'œil, et que ça ne veut pas dire que le phénomène Donald Trump va disparaître très rapidement comme certains l'anticipent. D'ailleurs, sur ce plan, je suis d'accord avec François Clémenceau. Dès que Donald Trump s'est présenté, j'ai entendu précisément des gens dire « c'est un clown, il va disparaître très rapidement ». J'ai tout de suite dit « c'est un entrepreneur, il touche une fibre sensible aux États-Unis et ça va durer encore un certain temps ». Bon, et ça va peut-être même durer bien au-delà des caucus de l'Iowa. Ce qui se passe actuellement, c'est qu'il y a au sein de l'électorat républicain et au sein d'une bonne partie de l'électorat, c'est ce qui explique aussi le phénomène Sanders, une forme de colère et de frustration par rapport à l'establishment. Et sur ce plan, je suis tout à fait d'accord. Je dirais que les républicains ont la majorité dans les 2 chambres. Ils n'ont strictement rien fait par rapport à beaucoup de projets de Barack Obama. Le phénomène des Tea Parties est un phénomène qui était totalement ignoré par l'establishment du Parti républicain. Et donc, beaucoup de gens sont très en colère, et Trump a su capter cette colère. Cruz aussi, à un certain niveau. Oui. Mais ce que je constate, c'est que les 3 premiers dans les caucus de l'Iowa... On peut les mettre un peu dans la même catégorie, Ted Cruz et... pas exactement dans la même catégorie, Trump, mais en tout cas, Donald Trump incarne totalement... Une forme de populisme. Oui, Donald Trump incarne ce populisme. Je dirais que Ted Cruz aussi, d'une certaine manière. Ted Cruz est rejeté par l'essentiel de l'establishment républicain. Marco Rubio est adoubé par l'establishment républicain, plus ou moins, mais par défaut. Le candidat sur lequel il misait, c'était plutôt Jeb Bush, qui s'est complètement effondré. 2% des suffrages, il a recueilli. Il y a un rejet, très profond de l'establishment qui est en train de s'opérer actuellement. Si vous prenez les 4 candidats, même qui arrivent premiers dans l'Iowa, on peut rajouter Ben Carson, vous arrivez à quasiment 70% des voix, et tous ces gens sont des gens qui sont anti-establishment, qui sont sortis d'autre chose que l'establishment. Ce qui s'est vu dans les caucus de l'Iowa, c'est une déroute de l'establishment. Marco Rubio venait des Tea Parties aussi lorsqu'il a émergé dans sa carrière politique. John Rick MacArthur, vous voulez réagir à ce que vient de dire Guy Millière? Oui. Si je peux ajouter, il y a un fardeau que porte Cruz, et c'est son association avec l'extrême droite religieuse, parce qu'il est très profondément anti-avortement légal.
Alors, il y a une fissure, une faille dans le Parti républicain très, très importante, parce qu'aujourd'hui, les sondages démontrent que l'avortement légal est appuyé par une nette majorité des Américains et d'une nette majorité des gens qui se disent républicains. Donc, dans le New Hampshire, vous allez voir le retour de Jeb Bush en tant que modéré sur les questions religieuses, privées, avortement, etc. Et moi, je prévois je ne sais pas si Bush va gagner dans le New Hampshire, mais s'il arrive deuxième, toute la donne sera changée de nouveau. Parce qu'il y a ici, il n'y a aucun invité, John Rick MacArthur, qui vous suit là-dessus. Oui, il y a les trois candidats de droite qui sont en train de s'entretuer, Trump, Cruz et Rubio. Et après ça, il y aura l'occasion encore pour l'establishment républicain d'insister sur un candidat. Et leur candidat serait Bush. Vous n'y croyez pas, hein, Célia Belin, ce retour de Jeb Bush dans cette campagne? J'ai du mal à y croire. Il a été celui qui a été le plus financé. Il s'est assis sur des millions. Il a fait des campagnes télévisuelles incroyables. Et il s'est vraiment concentré dans le New Hampshire quand il a rapidement compris qu'il ne gagnerait pas dans l'Iowa. Et pourtant, dans les sondages, il est 3e, 4e, parfois 5e. Enfin, il ne décolle pas. En fait, il y a deux ligues qui se sont formées. Celle des ultra-conservateurs. Enfin, c'est difficile de les mettre exactement dans le même clan, mais qui est Ted Cruz face à Donald Trump, qui ont leur petite demi-finale à eux, et puis celle de l'establishment de Marco Rubio, John Kasich, Jeb Bush et Chris Christie, qui est donc l'autre demi-finale, que pour le moment, Marco Rubio est en train de remporter. Et Marco Rubio est en effet un transfuge, en fait, puisqu'il était plutôt Tea Party, très conservateur, et qu'il s'est recrédibilisé auprès de l'establishment. Il est devenu plus modéré, entre guillemets. Il n'est pas vraiment, quand on l'écoute, par exemple, sur les questions de société, donc un peu en contradiction avec M. MacArthur, Marco Rubio reste très, très anti-avortement. Il a des propos qui sont très, très à droite par rapport au centre du Parti républicain. Très néoconservateur sur la politique étrangère. Très néoconservateur. Oui. Ça le distingue fondamentalement de Trump. Sur les questions de société, ses positions ne sont pas très différentes de celles de Ted Cruz. Par exemple, en fait, il a comme des positions très conservatrices qui sont rejetées par des gens comme Jeb Bush. Oui. Donc je pense que dans le New Hampshire, non, il y a peut-être deux personnalités qu'on risque de voir peut-être non pas arriver à la première ni à la deuxième, mais peut-être à la troisième place. C'est effectivement deux gouverneurs qui testent leur chance sur ce scrutin-là, qui n'est pas aussi atypique que l'Iowa. C'est d'une part effectivement Chris Christie, le gouverneur du New Jersey, qui a une revanche à prendre parce que ça fait depuis le début qu'il essaye de pouvoir s'imposer avec énormément de difficultés. Et le deuxième, qu'on a complètement négligé, c'est John Kasich, le gouverneur de l'Ohio, parce que lui, en plus de ça, il a cette possibilité d'apporter à son parti cet État de l'Ohio qui est quand même décisif et tout le monde le sait et on le voit élection après élection et il a en plus un bilan exécutif qui est plutôt en sa faveur. Voilà un type qui a redressé les finances publiques et qui a en plus un discours qui est, j'allais dire modéré, non, mais qui en l'occurrence, est beaucoup plus modéré que toutes les personnalités qu'on vient d'évoquer et qui a su en plus travailler dans les années 90 avec une administration démocrate lorsque le Congrès était conservateur. Bref, ça fait partie de ces gens qui sont capables d'apporter un gage d'un tout petit peu plus de modération et surtout d'une capacité au compromis. Et on aura besoin de ça, parce que quel que soit le président au mois de novembre, il faudra travailler avec ce Congrès, qui ne va pas devenir à gauche du jour au lendemain, que ce soit à la Chambre ou au Sénat. Donc il faudra bien travailler avec ce Congrès dont on a dit qu'il était le Congrès du non, du niet, du no passaran, à un Congrès qui va peut-être essayer enfin de travailler au service de l'intérêt général. Pour l'instant, ça n'est pas le cas. John Rick MacArthur, vous aimeriez voir quoi comme duel? Quel démocrate face à quel républicain? Donc Bernie Sanders, on a compris que c'était votre candidat. Face à qui? J'ai toujours prévu une dispute entre les deux factions de l'oligarchie américaine, les Bush et les Clinton. Mais aujourd'hui, pour la première fois, j'ai des doutes. Que Sanders a fait, comme j'ai dit au début, il a fait quelque chose d'extraordinaire, d'impressionnant. Et il y a un mouvement derrière Sanders qui est plus puissant que Sanders. Donc, on verra. Mais moi, je vois toujours un républicain gagnant parce que si on insiste sur la candidature d'Hillary Clinton, qu'on est obligé de l'accepter comme
comme candidat du Parti démocrate, elle est tellement faible. Est-ce que vous avez regardé ses discours? Elle est tellement fausse, elle est tellement, elle n'a aucune crédibilité. Non, c'est pas que je la déteste, mais on voit. Vous avez écrit l'illusion Obama. Vous trouverez un titre sur Hillary Clinton, l'horreur Hillary Clinton. Oui, enfin bon. mais elle porte notamment le fardeau de son mari. Sans son mari, elle n'existe pas. Dans la politique. Et son mari a fait beaucoup de compromis très sales d'ailleurs. Et les gens s'en dégoûtent finalement. Célia Belin, est-ce que c'est une campagne qui s'annonce passionnante, cette campagne présidentielle? Elle est déjà passionnante depuis qu'elle a commencé, puisqu'elle commence bien en amont des primaires et que tous les spécialistes des États-Unis sont déjà complètement vissés à leur écran et à leur Twitter pour suivre cette campagne. Elle s'annonce passionnante, surtout si se dégagent des adversaires qui pourront parler un peu de fond. Et si on rentre dans une guerre des tranchées, ce serait passionnant, mais dans un sens relativement négatif, d'avoir, à mon avis, un duel entre Donald Trump et d'ailleurs Hillary Clinton ou Bernie Sanders. Ça ne serait pas positif. Juste un mot sur Hillary Clinton. Je ne suis pas son avocat, mais vous l'aimez bien quand même. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec MacArthur sur le fait que Hillary Clinton, c'est son principal défaut. Elle est fausse, c'est-à-dire qu'elle donne jamais l'impression d'être authentiquement sincère. C'est-à-dire qu'elle a des choses à cacher, qu'elle masque, qu'elle dissimule et qu'elle n'est jamais dans la transparence. Ça, c'est tout à fait exact. Mais en même temps, on sait que l'électorat américain, les plus âgés, c'est-à-dire les 40-75 ans, sont des gens qui vont plutôt voter massivement et qu'on attend toujours les jeunes. Les jeunes se sont déplacés pour Obama en 2008. Est-ce qu'ils vont se déplacer en 2016 pour Sanders ou pour Trump? C'est tout à fait possible. Mais si ça n'est pas le cas, de quoi se souviennent les gens qui aujourd'hui sont des baby-boomers, qui ont entre 40, 50, 60, 70 ans? Ils se souviennent malgré tout des années 90 qui ont été des bonnes années pour les États-Unis. Ces années Clinton, je ne parle pas sur le plan moral ou sur le plan des mœurs, mais en tout cas, l'économie américaine allait plutôt bien sous cette présidence Clinton et les gens s'en souviennent comme quelque chose de positif. C'est une campagne qui va jouer sur l'économie? Je pense qu'elle ne va pas se jouer que sur l'économie, elle va aussi se jouer sur la sécurité. Et c'est un gros point faible pour les démocrates actuellement. Dans les débats démocrates, ça m'a paru quand même assez fascinant de voir que lorsque des attentats venaient de se produire aux États-Unis, les deux principaux candidats démocrates disaient que le principal danger pour la planète, c'était le dérèglement climatique et le réchauffement global. Ça m'a paru assez surréaliste. Ceci étant dit, je suis d'accord avec M. MacArthur, c'est-à-dire que je pense que Hillary Clinton est une mauvaise candidate. Beaucoup de gens considèrent qu'elle est menteuse, comme je le dis tout à l'heure, et je pense que c'est une candidate qui a beaucoup de plomb dans l'aile, et je ne suis même pas certain qu'elle va aller jusqu'à l'élection présidentielle. Il se peut parfaitement, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, que le FBI sorte un dossier et qu'il soit très difficile d'enterrer ce dossier, et dans ce cas-là, il faudra un candidat de rechange. Est-ce que Michael Bloomberg pourrait venir? Un dernier mot, Michael Bloomberg, est-ce qu'il peut rentrer dans le jeu? En théorie, uniquement si on a un combat entre Donald Trump et Bernie Sanders, c'est ce qu'il a plus ou moins évoqué. Et là, il y aurait éventuellement un passage au centre, mais même ce scénario, on y croit peu. C'est très difficile de se lancer en partie tiers. Historiquement, aux États-Unis, il n'y a jamais eu de tiers candidat qui ait réussi. Et il a dit qu'il ne se présenterait que si Hillary Clinton ne pouvait pas être candidate. C'est-à-dire qu'il comprend parfaitement qu'ils peuvent avoir une candidature de centre-gauche, mais qu'il ne peut pas avoir une candidature face à quelqu'un comme Sanders ou face à quelqu'un qui représenterait une position de ce genre-là. Moi, je dirais que la démographie électorale américaine joue en faveur plutôt d'Hillary Clinton. Après, il peut y avoir des incidents de parcours. Mais je doute également que le FBI puisse sortir une charge contre Hillary Clinton. La seule qui pourrait éventuellement la faire tomber, c'est une accusation de haute trahison. Et je ne vois pas sincèrement les États-Unis aujourd'hui accuser Hillary Clinton de haute trahison. S'ils devaient le faire, pourquoi ne l'ont-ils pas fait pour Edgar Hoover? Oui, mais il y a des éléments dans le dossier. Allez. Merci à tous les quatre. On aura l'occasion d'en refaire des débats, évidemment, sur cette campagne présidentielle américaine, de parler aussi des programmes, parce qu'on n'a pas eu tout à fait le temps ce soir. On a beaucoup parlé des candidats, mais on parlera évidemment prochainement des campagnes, à la fois en politique intérieure et également en politique, ce qui concerne la politique étrangère. Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce débat. Vous restez avec moi. Merci beaucoup, John-Rick MacArthur, d'avoir été avec nous en direct de New York. Et on accueille tout de suite Karim Yaoui, tout ce qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux ce mardi.
Bonsoir Karim, et les médias américains qui ne sont pas tendres avec Donald Trump, qui n'a cessé de fanfaronner depuis qu'il s'est lancé dans la course à l'investiture et qui là arrive en deuxième position. Alors de winner, il est devenu loser, c'est souvent le terme qui était utilisé par les médias américains. Le site du Courrier international fait une petite revue de presse en s'arrêtant un instant sur quelques titres, notamment le New York Times. Le New York Times qui parle d'une défaite humiliante pour Donald Trump, un revers qui met en doute l'ampleur du véritable soutien dont il jouirait au sein de la société américaine. Le Washington Post utilise un peu les mêmes mots en expliquant que Ted Cruz a renversé Trump avec cette question. Les républicains de l'Iowa ont percé un trou dans le ballon Trump. Est-ce que c'est un petit trou facile à colmater ou est-ce que c'est un gros trou capable de dégonfler le projet Trump? Le Los Angeles Times lui souligne tout de même que c'est la victoire des idées conservatrices, même si Trump arrive en seconde position. Ted Cruz l'a emporté en ciblant les électeurs les plus à droite. Il a réussi à rassembler les leaders évangélistes et puis il n'a cessé de marteler son opposition à l'avortement ou au mariage gay. Du côté de ce site internet, celui du Des Moines Register, on souligne que c'est un peu une victoire à l'ancienne pour Ted Cruz. Pourquoi? Parce que lui n'a cessé de sillonner en bus l'État en allant à la rencontre des électeurs, en serrant des mains, en dialoguant avec eux, alors que Trump s'est déplacé en jet pour aller de meeting en meeting. Une façon d'expliquer que la politique à l'ancienne, ça marche encore pas mal. En tout cas, c'en est la preuve pour ce score qui est plutôt défavorable à Trump. Alors sur les réseaux sociaux, on a abondamment partagé ces unes. Vous l'avez montré tout à l'heure. Le clown du Daily News. Le clown mort même presque, ou encore le New York Post avec ce jeu de mots, Cruzified, Ted Cruz qui s'impose. Sur les réseaux sociaux, on s'est beaucoup moqué de Donald Trump pendant un court moment, enfin pendant quelques heures, lorsqu'on tapait loser.com sur Google, eh bien on atterrissait sur la page Wikipédia de Donald Trump, et puis avec beaucoup d'ironie, les internautes ont ressorti ce tweet de Donald Trump qui se fait beaucoup plus discret sur Twitter depuis qu'il est arrivé deuxième. Il expliquait, il y a encore quelques temps, tout récemment, que personne ne se souvient de celui qui arrive second. Alors ce n'est que le caucus de l'Iowa, mais en tout cas, ça a suscité pas mal d'ironie sur les réseaux sociaux. Et pour clore ce chapitre, une petite histoire qui peut sembler anecdotique, mais qui ne fera pas plaisir à Donald Trump. Adele est particulièrement heurtée par le fait que Donald Trump utilise régulièrement une de ses chansons pendant ses meetings. Elle a fait clairement comprendre qu'elle voulait que ça s'arrête. Ce n'est pas la première fois. Il avait aussi l'habitude d'utiliser un tube de REM et eux aussi, ça ne leur a pas beaucoup plu. Et l'autre sujet qui intéresse grandement les médias américains, c'est la performance, justement, on en a parlé dans ce débat de Bernie Sanders. Alors c'est vrai qu'on en parle beaucoup, même dans les médias français, le site du Figaro qui souligne qu'il a fallu parfois départager Bernie Sanders, Hillary Clinton à pile ou face. Sur les réseaux sociaux, certains ironisaient comme un photographe qui sur Twitter imagine un dialogue, le peuple qui pose la question « Comment devons-nous choisir ?» et qui décidera de la sécurité nationale et du bien-être de notre nation. Et l'Iowa qui répond, eh bien, si on faisait ça à pile ou face. Sur les réseaux sociaux, on partageait aussi ce dessin avec Hillary Clinton qui se retourne et qui jubile en disant « Ah, Bernie est hors de vue, je l'ai distancé. » En réalité, il lui est passé devant. Et puis, on partageait aussi ce petit montage qui nous rappelle un film, Shining. Here's Bernie. Bernie en train de fracasser la porte où Hillary Clinton a trouvé refuge. En tout cas, beaucoup de médias soulignent que quelque chose a changé du côté des démocrates. Alors, ça pourrait avoir des effets bénéfiques que cette course soit si serrée parce que ça va mobiliser les démocrates et ça pourrait avoir un effet finalement favorable au moment où il faudra affronter le candidat républicain. Du côté de ce site internet, celui de Courrier international, on évoque même la façon dont Bernie Sanders a donné une seconde vie au socialisme. Le site de France 24 lui aussi titre un peu de cette façon « La seconde jeunesse d'un socialiste fumeur de hashish », alors que le mot socialiste est souvent un gros mot aux États-Unis. Bernie Sanders, on en parle aussi évidemment du côté du New Yorker, qui explique qu'il a profondément changé le Parti démocrate, alors que personne n'aurait parié sur lui il y a encore quelques temps. Sur Twitter, on ironise sur ces médias français qui semblent enfin découvrir Bernie Sanders. À leur décharge, nous dit-on, les médias américains ont fait
qu'on en parle le moins possible. Alors ce n'est pas tout à fait vrai, parce que si on parle aujourd'hui beaucoup de Bernie Sanders, il suffit de regarder un peu dans le rétroviseur. Cet article de l'Observateur date de juin dernier, donc ça fait déjà 6 mois quand même. Bernie Sanders, on l'évoquait déjà comme le candidat socialiste qui bouscule la campagne d'Hillary Clinton. Merci beaucoup, merci Karim. On vous retrouve à 20h45. Merci encore à tous les 4 d'avoir participé à ce débat. Merci à vous de l'avoir suivi. Très belle soirée sur France 24 et je vous retrouve demain soir à partir de 18h, heure de Paris. Tout de suite le journal.